Bonjour et bienvenue au téléjournal du 23 janvier 2012. Aujourd'hui, en manchette, les motoneigistes de la région sont toujours imprudents. Québec investit 8 millions de dollars dans les services sociaux et les Saguenayens se préparent à accueillir leurs éternels rivaux, les remparts de Québec. À la suite de la Semaine internationale de la sécurité en motoneige et au décès tragique d'un Almatois, les conducteurs de motoneige dans la région ne semblent pas redoubler de prudence. Pierre-Olivier Bouchard, les motoneigistes continuent-ils d'enfreindre la loi? Oui, Mathilde, ils le font de toutes sortes de façons. Les plus grands dangers vont rester la vitesse excessive et puis l'alcool au volant, mais plusieurs vont même jusqu'à circuler avec des véhicules qui ne sont pas enregistrés. En 2011, des patrouilleurs sur motoneige ont livré une soixantaine de mandats d'infraction en environ 20 sorties. La Sûreté municipale de Saguenay dispose de 2 de ces véhicules et voit encore aujourd'hui le besoin d'y faire appel. Cette fin de semaine, les patrouilleurs ont dû distribuer plusieurs contraventions selon le porte-parole Bruno Cormier. Dernièrement, en fin de semaine, on a travaillé dans les sentiers. On a constaté qu'encore des gens circulaient avec des motoneiges non immatriculés. Le moyen le plus efficace de conscientiser les motoneigistes est sans nul doute de délivrer des amendes des plus salées. Ainsi, le conducteur d'une motoneige simple recevra une contravention de 144 $ s'il conduit sans casque ou s'il accepte un passager sur son véhicule. Le président du club de motoneigistes du Saguenay, Jules Tremblay, explique cette imprudence par le nombre supérieur d'utilisateurs par rapport aux autres villes et régions. Vous savez qu'on est une des plus régions qui a eu cette année la neige en premier. Fait qu'on a eu plus de monde que d'habitude. Pour le reste de la saison, 6 patrouilleurs de la Sûreté municipale de Saguenay seront sur les sentiers pour conscientiser et assurer la sécurité des motoneigistes. D'ailleurs, 2 autres officiers suivront sous peu la formation pour assurer un meilleur rendement. Pierre-Olivier Bouchard, ATM Nouvelles, à Saguenay. Québec investit 8 millions pour venir en aide aux familles qui accueillent des personnes atteintes d'un trouble envahissant du développement, d'une déficience intellectuelle ou d'une déficience physique. Audrey Leblanc, comment l'argent sera distribué? La ministre déléguée aux services sociaux, Dominique Vien, expliquait hier lors d'une conférence de presse qu'un premier 4 millions de dollars sera réparti entre tous les centres de santé et de services sociaux du Québec. L'argent servira à offrir des services de gardiennage et d'adaptation au domicile ainsi que de l'aide pour les tâches quotidiennes. L'autre 4 millions de dollars est destiné aux centres de réadaptation en déficience intellectuelle et physique. L'argent permettra d'embaucher plus de spécialistes, donc un personnel mieux qualifié et plus abondant, et aussi servira à améliorer les techniques de dépistage. Et comment le Centre de santé des services sociaux de Jonquière entend-il gérer son budget? J'ai parlé plus tôt ce matin avec Pierre Gagné, qui est responsable des communications au C3S de Jonquière. Et lui m'expliquait qu'on déposé au gouvernement du Québec des projets qui visent à améliorer les services qui sont déjà en place pour les 4 types de déficiences dont il traite, soit auditive, motrice, de langage et visuelle. 2 projets sont présentés pour chacun des types de déficiences. Et donc, il restera à voir si le gouvernement les accepte, le tout représentant une somme de 344 000 $. Et sait-on quand les Jonquiérois pourront bénéficier de cette aide financière du gouvernement? Pour l'instant, aucune date n'est fixée. Les projets du C3S de Jonquière sont donc entre les mains du gouvernement du Québec et lui devra les évaluer et puis décider s'ils sont acceptés, s'ils sont retenus. Ensuite, quel montant il sera accordé pour chacun de ces projets. Et donc, on peut s'attendre à ce que le gouvernement du Québec donne une réponse assez rapidement puisque d'ici le 31 mars 2012, plusieurs sommes d'argent devront être réparties à travers le Québec pour que les services soient mis en branle le plus rapidement possible. Et y a-t-il plusieurs familles qui accueillent ces personnes qui ont besoin d'aide? Oui, Mathilde, ici au Québec, on parle d'environ 3 000 familles qui accueillent de ces personnes chez eux et qui ont besoin d'un peu de répit là, et qui ont besoin d'aide, de l'aide financière aussi. Ils ont besoin donc d'un petit moment de détente et la ministre expliquait hier lors de la conférence de presse que depuis 2003, la liste d'attente de ces patients a diminué de beaucoup, mais qu'il reste encore énormément de travail à faire. Bien, merci Audrey. Je vous en prie. Le député péquiste de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, veut des réponses de la part du ministre québécois des Ressources naturelles et de la Faune, Clément Gignac. M. Cloutier déplore que le ministre n'ait pas répondu à ses interrogations concernant les transferts d'énergie entre Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec.
Le Parti québécois tiendra son conseil général en fin de semaine sur fond de polémique. La question du leadership entre les alliances des autres partis vont être au milieu des discussions. Mon collègue Mathieu Morin s'est entretenu avec le président du Parti québécois de la circonscription de Jonquière, Daniel Brassard. J'ai la chance de m'entretenir avec le président de la circonscription de Jonquière à l'exécutif du Parti québécois, M. Daniel Brassard. M. Brassard, bonjour. Bonjour. M. Brassard, avec les derniers événements, M. Duceppe qui parlait d'un retour possiblement en politique, et puis avec les dernières révélations de la presse qui remettent son intégrité en doute, qui se retire de la politique active, vous, est-ce que ça vous rassure? Bien, ça me rassure parce que ça assainit le climat, là. Ça dit que la chef du Parti québécois, c'est Pauline Marois. Et dorénavant, c'est Pauline Marois qui est encore avec un accent plus puissant. Il faut voir que M. Duceppe, malgré ça, a semblé ne pas trouver autant d'appui à sa candidature au leadership que lui espérait ou que certains autres espéraient. Mais quand même, dans les sondages, M. Duceppe trônait, là, devenant qu'il dirigeait le Parti québécois. Oui, mais c'était tellement curieux, ça. En tout cas, moi, je trouvais ça curieux personnellement, que tout d'un coup, on est 37 pour la coalition Avenir Québec, avec Pauline Marois à la tête du PQ, puis ça inversait complètement si c'était Gilles Duceppe. Je ne sais pas à quel point c'était... fallait prêter foi entièrement à ça. En tout cas, ça faisait... Si c'était vraiment sérieux, on peut le dire. On peut croire que c'était très objectif dans un sondage comme dans l'autre, mais ça faisait bizarre comme réaction. Très bizarre. Votre collègue, M. Drainville, député à l'Assemblée nationale, proposait que M. Duceppe rejoigne le Parti québécois, mais sous les ordres de Mme Marois. Bien, absolument. Ça aurait été très agréable de l'accueillir parce que c'est quand même un personnage politique impressionnant, il faut le dire. Il a remarqué le Québec et le Canada pendant une couple de décennies. Hein. C'est pas le dernier venu. Puis comme souverainiste, c'est un convaincu à 100 là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans les circonstances, ça aurait été, moi, j'aurais apprécié qu'ils disent oui, je viens pour travailler avec le Parti québécois, mais avec Mme Marois. Sinon, un terme sur un autre sujet, un terme très galvaudé présentement dans les médias, la question de faire de la politique autrement. M. Drainville est censé amener des propositions lors de votre conseil général en fin de semaine. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique autrement? Bien, la première chose que je dirais, faire de la politique autrement, ce serait d'arrêter de se chicaner pour en faire. Ce serait peut-être d'analyser vraiment ce qui se passe, l'humeur des Québécois. Et peut-être, il y a du cynisme, mais est-ce que c'est en changeant tout qu'on va annuler ou réduire ce cynisme-là? Moi, je pense plutôt que c'est une question d'attitude de politiciens. Si on a des politiciens qui sont intègres, chez qui on le sent que quand ils nous parlent, ils nous disent vraiment les choses comme elles sont, comme elles se passent ou comme elles devraient se passer, bien, si on nous laisse dans le doute, on nous tient des propos, c'est à peu près ça. Puis là, on va prendre la nouvelle expression de M. Legault, c'est pas à peu près ça, c'est on verra. Il n'y a même pas d'idée de ce que ce sera. Pour les Québécois, c'est on verra. Alors, si faire de la politique autrement, c'est de ne pas être capable de regarder ce qu'on fait puis de dire vraiment il y a des attitudes à changer, bien, on n'en fera jamais de la politique autrement. Mais devant les propositions qui vont être amenées en fin de semaine, c'est intéressant de débattre et c'est heureux. Le Parti québécois, pour ça, on aura beau dire ce qu'on voudra, est un parti où il se débat des idées. Oui, puis justement, comme par exemple sur la proposition de fusion avec Québec solidaire, vous mentionnez siéger sur la commission politique du Parti québécois. Justement, le président de cette commission politique-là, M. Alexandre Thériault-Marois, suggérait récemment dans les médias, avec M. Drainville, une fusion, ou du moins un rapprochement avec Québec solidaire. Vous, votre opinion là-dessus? Bien, moi, je pense que c'est plus... Moi, j'aimerais mieux qu'on entende, qu'on étudie une alliance possible. Mais d'entrée de jeu, moi, je ne suis pas sûr que c'est un bon coup. À qui profiterait une telle alliance? Laisser des comtés stratégiques à Québec solidaire, ça avantage Québec solidaire. Moi, je ne vois pas vraiment d'avantage au Parti québécois là-dedans, quoi que certains en pensent, quoi que certains en disent. On est d'accord sur un point qui est capital, c'est qu'on s'entend pour faire du Québec un pays souverain. Mais sur le reste, on n'est pas sûr d'être sur la même corde à linge que Québec solidaire. On n'est pas sûr, mais pas du tout. Sinon, j'aimerais qu'on analyse un peu les résultats du vote à l'ADQ, qui, ses membres recommandent donc la fusion avec la coalition Avenir Québec. À votre avis, est-ce que le Parti québécois va devoir reviser sa stratégie? Je ne sais pas.
Vraiment, là, je pense pas. Parce qu'on l'a vu dans le dernier sondage, la coalition, ses appuis ont baissé et c'était annoncé que les 4 députés de l'ADQ se rangeaient avec M. Legault. Alors, c'était comme... la fusion était déjà, dans les faits, réalisée. Pensez-vous que si les gens de l'ADQ avaient dit non hier, que les 4 députés qui avaient dit on se range derrière M. Legault, on s'en va? Pas sûr. Hein? En tout cas, on ne sera pas méchant, mais on va le mettre entre guillemets, mais on prendra l'expression de M. Charest pour qualifier l'ADQ, c'est des girouettes. Bon, mais on ne fera pas l'histoire. Sinon, de votre côté, il y a des militants qui proposent quand même un nouveau vote de confiance en fin de semaine. Oh, je ne sais pas sûr. Mais quand même, ça va être amené comme proposition d'urgence par certains comtés de Montréal. Quelle position va défendre la délégation de Jonquière là-dessus? Ah, mais vous m'apprenez ça, qu'il va y avoir des comtés de Montréal qui vont apporter cette proposition. Là, ça a été rendu public par certains médias. Bien, quant à moi, c'est une éventualité qui n'est pas encore confirmée. Là. On peut s'attendre à ça, mais... Donc, peu importe ce qui arrivera, est-ce qu'on va réussir à réunir les troupes? Ben, s'il y a un vote de leadership à Mme Marois à l'occasion du Conseil national de la fin de semaine, c'est certain, puis on l'a dit devant 300 personnes le 28 novembre dernier, non seulement Jonquière est avec Mme Marois, mais la région est avec Mme Marois du côté des exécutifs. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, M. Brassard. Ça m'a fait grand plaisir. Au plaisir.